Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Vendredi Lecture. Cette fois-ci je suis seul, ça veut dire que je vais vous parler des titres que je lis mais que Rosalis ne lit pas. Peut-être parce qu'en termes de sensibilité ça ne correspond pas totalement à ces titres et où c'est des thèmes un petit peu différents de ceux qu'elle recherche dans ses lectures, mais des titres que je trouve intéressants de présenter, de partager, qui vous donneront, je l'espère, envie. Et donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de nouvelles séries, de séries que je continue, et puis aussi à la fois de format papier, mais aussi de livres au format numérique. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos précédentes vidéos Vendredi Lecture et Chronique Manga via la playlist dédiée accessible depuis la barre de description. Donc aujourd'hui je vais vous parler de séries qui ont démarré ou dont j'ai démarré la lecture récemment. On va commencer par ça. Et je vais commencer par peut-être la série qui est la plus grand public dans ce que je vais présenter aujourd'hui. C'est vraiment un coup de cœur et le tome 5 vient de paraître. C'est une série que j'ai commencé à lire au moment de sa parution française et on était au Japon à ce moment-là. Donc j'ai commencé en numérique et je la continue en numérique. Et cette série-là, c'est donc Shadows House. Donc, dont le tome 5 vient de paraître aux éditions Glénat. J'ai récemment fait une vidéo sur ce titre qui est en cours de parution au Japon et en prépublication dans le Weekly Young Jump, donc qui s'adresse à un public un tout petit peu plus mature que le Weekly Shonen Jump. Je vous rappelle en quelques mots le pitch de cette histoire. On est dans un manoir à ambiance un petit peu européenne où eh bien, il y a d'évidence des êtres humains qui sont présentés comme des poupées humaines au service des shadows, des ombres, comme on voit ici Kate, l'héroïne, avec Emilico, sa poupée humaine. Et on va découvrir au fur et à mesure d'autres pièces du manoir ainsi que d'autres poupées humaines avec d'autres shadows. Et le but de cette intrigue va être pour Emilico de mieux comprendre comment être de manière efficace au début au service de sa maîtresse, mais bientôt, très vite, on comprend qu'il y a d'autres questions qui se cachent, et notamment de comprendre comment est structuré ce manoir-là et quel est le véritable rôle et l'importance comparée entre eh bien, les ombres qui sont censées être, on va dire, les personnes les plus nobles, la famille la plus noble, et auprès duquel tous les humains sont, en l'occurrence, toutes les poupées humaines sont au service d'eux. Sachant qu'il y a des enjeux assez forts derrière, notamment pour les enfants qu'on découvre au niveau du tome 1, le moment de l'exhibition où ils doivent montrer, pour ce qui est les poupées humaines et les shadows qui leur sont associés, leur complète synergie, puisque à chaque fois, quand on regarde, les personnages ont, eh bien, toutes les ombres ont une poupée humaine qui est leur égale effigie. On découvrira plus tard, et en l'occurrence, en fait, dans le tome 4, la raison de tout ça. Et c'est justement quelque chose que j'ai apprécié. C'est une œuvre mystérieuse qui nous plonge dans un univers qui est un petit peu étonnant, peut-être parfois un peu angoissant de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette ombre, ces ombres qui dégagent de la suie quand elles sont contrariées. Et donc on cherche à en savoir plus. J'ai retrouvé le même genre d'intérêt dans cette histoire-là que je l'avais eu pour The Promised Neverland, et c'est une intrigue bien construite avec des surprises, du suspense, des indices qui sont disséminés par-ci, par-là, et un fonctionnement en arc qui promet d'être plutôt bien traité, notamment parce que, comme je l'évoquais un tout petit peu avant dans cette vidéo-là, eh bien, les 4 premiers tomes forment un premier arc, et avec la fin du tome 4 et le début du tome 5, on démarre une nouvelle étape dans la tentative de meilleure compréhension de qu'est-ce qui se passe dans ce manoir-là, et c'est notamment Kate, aidée par Emilico, qui va mener l'enquête. Voilà, donc c'est passionnant, captivant, bien construit. Il y a un animé qui est en cours de diffusion au Japon et disponible en simulcast en France chez Wakanim. Donc je ne peux que vous encourager de découvrir ce titre-là qui est vraiment mystérieux, mais dans le bon sens du terme. Donc j'ai envie d'en savoir plus très vite. Donc voilà, une belle aussi adaptation animée avec des choix artistiques plutôt bien pensés. Ensuite,
on va passer à des titres un petit peu plus lourds en termes de thème, mais que j'ai trouvé intéressant, que j'ai eu envie de lire au format numérique dernièrement. On va commencer par un titre qui n'est pas une parution récente, mais que j'avais mis sur ma liste de lecture depuis longtemps. Ce titre-là traite du cancer de l'utérus, et donc c'est Adieu mon utérus chez Akata. Qui est donc un titre one-shot, même si en fait eh bien, l'autrice a lancé récemment au Japon une nouvelle série qui raconte, qui narre les événements qui suivent ce qu'elle a raconté dans ce premier tome, qui était voilà, un volume unique paru au Japon en 2017. C'est intéressant de s'arrêter 2 minutes sur la mangaka Yuki Okada, qui est donc l'autrice de ce manga-là, puisque en plus, elle est vraiment ancrée dans la culture manga, puisque son mari est lui aussi mangaka, et c'est l'auteur de Diano Ace, donc un titre de baseball qui a connu une adaptation animée très populaire ces dernières années au Japon. Et si je le précise, c'est que elle montre le quotidien aussi de son mari qui est complètement happé par son travail par moment, et évidemment la maladie qui l'atteint d'un coup va venir perturber tout cet élément-là, et on imagine bien que pour une famille, du coup, avec une famille, un enfant, un mari très occupé et une femme donc qui est elle aussi très occupée avec la création de manga, la maladie résonne comme un événement dur dans le quotidien, au-delà même évidemment du traumatisme que ça peut représenter. Et donc ce que j'ai apprécié dans cette histoire-là, c'est d'une part eh bien, le fait d'oser parler de la maladie, parler de cancer de l'utérus. Je trouvais que c'était vraiment un témoignage saisissant. On vit les doutes, les peurs de l'héroïne de la mangaka avec elle. On est vraiment plongé dans l'incertitude de à la fois le milieu médical dans lequel elle se retrouve un petit peu à flotter, la mauvaise compréhension ou la difficile compréhension de toutes les différentes étapes que va nécessiter son traitement, et aussi eh bien, tout ce que ça impacte dans la vie quotidienne, à la fois dans les échanges qu'il y a avec d'autres membres de la famille, parfois des personnes qui ont les meilleurs conseils du monde, mais qui ne s'avèrent pas forcément les plus judicieux au final. Donc la nécessité eh bien, aussi de s'en remettre à la parole médicale tout en tentant de comprendre cette parole-là. C'est vraiment quelque chose qui est très fortement bien exposé. Et puis la nécessité d'un soutien fort autour d'elle. Je pense que c'est en refermant le titre, en refermant le manga, ce qui, on va dire, rejaillit le plus, c'est cette nécessité, face à une maladie vraiment très dure, eh bien, d'être accompagné et de ne pas se retrouver seul avec ses angoisses. Par rapport à ça, donc la mangaka ici, Yuki Okada, a la chance d'être toujours dans les différentes étapes, accompagnée par sa mère et puis plus tard par son mari, et qui va donner le meilleur de lui-même pour notamment s'occuper de leur petite fille, malgré eh bien, la pression qu'il peut y avoir au niveau de son travail. Donc c'est vraiment quelque chose qui est exposé. C'est une œuvre qui, d'évidence, est extrêmement sincère et qui montre aussi eh bien, la manière, encore plus au Japon, avec cette culture du travail et tout ce que ça peut représenter. Par exemple, le fait que l'un des deux membres du couple est en plein succès, tout ce que peut représenter le moment où bien, l'un des membres du couple dit je vais prendre des jours de congé, j'en ai parlé avec mon boss, tout va bien se passer, et l'importance de la gentillesse et voilà, du soutien par rapport à cette situation. Donc un titre vraiment touchant qui traite, qui traite de la maladie, qui expose les différentes étapes et qui permet de mieux comprendre ce que peuvent traverser des personnes qui vivent ce type de situation. J'ai trouvé que c'était vraiment
très joliment réalisé en plus, c'est-à-dire que même si le thème est difficile, on s'attache vraiment beaucoup aux personnages et aux personnes qui sont derrière, grâce à la subtilité du trait, à son côté, au cadrage et à la réalisation vraiment touchante de chacune des planches. Donc vraiment un très bon titre. Donc un Antome, paru aux éditions Akata il y a quelques mois. Voilà, je vais continuer avec un autre titre des éditions Akata, mais qui m'a frappé aussi par son thème que je voulais évoquer, qui est Souvenir en bataille, qui évoque les problèmes liés à la prise d'âge, et notamment aux maladies neuronales et au fait de perdre un petit peu pied eh bien, pour une personne âgée et être atteinte d'hallucinations et de démence, et ce que ça peut représenter pour les personnes autour. Donc en l'occurrence ici on va focaliser sur un jeune homme qui a vécu de manière très modeste en fait avec sa grand-mère toute sa jeunesse. C'est sa grand-mère qui s'occupait de lui, qui a vraiment fait en sorte de lui apporter l'environnement le plus épanouissant possible, même si c'était dans des conditions de pauvreté assez fortes. Et donc, le protagoniste, le mangaka, raconte finalement cette relation au début vraiment forte avec sa grand-mère et le lien qu'il a pu avoir avec, et ensuite dépeint bien l'arrivée de la maladie qui au début paraît un peu anecdotique, notamment parce que eh bien, sa grand-mère fait tout pour bien dire cacher les choses, peut-être ne pas assumer, ne pas voir les éléments en face, évidemment, et ensuite eh bien, les sentiments contradictoires qui l'habitent entre eh bien, ce sentiment de reconnaissance vis-à-vis de sa grand-mère qui a tant donné pour lui, et la volonté et le souhait de mener aussi sa propre vie tout en étant présent pour sa grand-mère. Donc une sorte de un déchirement que vivent les personnes qui ont eh bien, autour d'eux des proches qui sont atteints de maladies graves ou de vieillesse et des effets de cette vieillesse-là, avec eh bien, beaucoup de sincérité dans la manière dont c'est décrit, et le fait de montrer concrètement comment en fait gérer la chose, les difficultés que ça peut représenter, et eh bien, pour toutes les personnes qui sont dans ce type de situation, tous les aidants et aidantes qui peuvent se retrouver à avoir un proche qui est affaibli par la maladie, peut-être mieux comprendre les sentiments qui peuvent être éprouvés au fond de son cœur, pour à la fois mieux les maîtriser et eh bien, avoir une forme de soutien grâce à ce type de lecture, et aussi dans sa propre construction. Donc je pense que le livre, en l'occurrence les livres, sont vraiment des bons médias pour voilà, dialoguer intérieurement, s'enrichir par rapport à ces questions-là, et aussi l'importance d'en parler autour de soi. On va continuer maintenant avec des livres que j'ai pris au format papier, avec des suites d'abord de séries. Et d'abord, Une touche de bleu, tome 2. Donc, Une touche de bleu, pour mémoire, nous montrait deux protagonistes, une lycéenne qui était atteinte d'un nevus bleu, donc qui était une marque au niveau de son visage, qui a fait qu'elle était très tôt identifiée comme un petit peu unique, mais le fait d'être touché par ce type de différence n'est pas évident quand on est jeune, notamment par tout ce qui est les rires et ou les mises à l'écart que cela peut générer. Et puis en même temps son professeur qui est atteint d'un trouble qui fait qu'il ne voit pas les visages. Et donc pour lui, quand il est par exemple dans le métro, il voit que des individus comme ça, mais sans les visages, et donc il n'est pas en mesure de reconnaître les différentes personnes. Et on a découvert au fil du tome 1 qu'il avait une forme d'affection
pour l'héroïne, en tout cas dans la volonté d'aider cette héroïne-là à s'assumer. Et l'un l'autre s'apporte des choses dans cette compréhension mutuelle et dans cette affirmation d'eux-mêmes par rapport à leur situation singulière. Et donc, dans ce tome-là, on continue d'explorer leur psychologie tout en mettant en évidence, pour ce qui est du professeur, le fait que eh bien, une de ses collègues est d'évidence amoureuse de lui et va faire en sorte de tenter de l'éloigner justement de la lycéenne Luliko, en visiblement n'étant clairement gouverné par un souhait surtout d'éloigner une prétendante ou une possible concurrente amoureuse. Donc ce tome-là continue de bien nous conter ce lien fort entre les deux personnages qui ont certes une singularité qui est différente l'une de l'autre, mais qui trouvent vraiment l'opportunité d'échanger l'un avec l'autre bien leurs expériences et de finalement mettre en commun des choses et de s'apporter justement des éléments positifs pour leur construction personnelle. Je trouve que c'est un titre qui mérite d'être découvert. J'en avais fait une chronique dédiée. On espère qu'on va aller un tout petit peu au-delà du conflit amoureux qui est généré par la présence de cet autre professeur, donc une femme qui souhaite un petit peu s'accaparer le héros qui fait la couverture de ce tome-là, pour vraiment se focaliser sur la relation et sur la manière dont Luliko et puis justement son professeur peuvent s'apporter des choses. Donc à suivre pour voir comment dans le tome 3 cette relation évolue. Alors, continuons de parler de relations, c'est un point qui va traverser les deux prochains titres dont je vais parler. Alors avec Corps solitaire, toujours qui approfondit ces deux couples où l'héroïne, Michi, n'arrive pas à avoir une relation sereine avec son mari et qui regrette en fait de ne plus avoir de relation sexuelle avec lui. Et par ailleurs, le lien qu'elle a commencé à construire avec un de ses collègues, Nina, qui est un collègue qui lui aussi a des problèmes dans sa relation de couple, notamment liés au fait que dans son cas à lui, sa femme travaille énormément et il ne la croise plus que de manière assez exceptionnelle, il n'arrive plus à avoir une véritable relation de couple. Dans ce tome-là, les choses évoluent, on est toujours quand même empêtré dans des situations complexes justement au niveau des relations humaines, donc c'est un titre à lire, c'est pas un titre à lire si on veut simplement avoir une lecture légère et pas prise de tête, parce que là, pour la peine, les protagonistes sont, on va dire, pris au piège de relations qu'ils n'arrivent pas peut-être à clore pour les deux protagonistes que sont Michi et son collègue masculin Nina, qui se rapprochent mais qui en même temps vivent encore en couple avec leur actuel conjoint. Ça donne des situations un peu tendues avec une relation amoureuse qui pourrait être peut-être épanouissante pour les deux personnages que j'évoquais auparavant, mais qui, en l'occurrence, pour l'instant, semble surtout être source de conflits intérieurs pour chacun et chacune. Donc, un titre dont je suis curieux de voir comment il va tenter d'aller au-delà et de montrer comment on peut à la fois mener une vie professionnelle qui soit épanouissante tout en ayant des relations de couple qui soient positives et qui apportent l'un à l'autre. Donc le gros challenge pour moi, pour les deux personnages qu'on voit ici s'enlacer, donc Michi et Nina, ça sera de voir si au-delà de la solidarité qu'ils peuvent avoir ressentie dans leur situation précédente de couple, est-ce qu'ils sont capables de construire quelque chose qui soit durable et finalement stable épanouissant
pour l'un et pour l'autre. À suivre dans la suite de ce titre Corps solitaire qui paraît aux éditions Kana. Autres relations qui sont complexes et qui nécessitent justement à chacun des protagonistes d'aller au-delà dans sa propre construction. C'est donc dans le très bon titre Autour d'elle, une série dont les tomes 3 et 4 sont parus ces derniers mois en France. Donc c'est une série qui se terminera en 6 tomes puisque la série s'est déjà clos au Japon. Donc on se rappelle que dans Autour d'elle, on suit une drôle de famille. Dans ces tomes 3 et 4, une nouvelle étape est franchie pour les deux protagonistes. Pour mémoire, l'histoire d'Autour d'elle démarrait alors qu'on voyait Michiru et son fils Yu, donc un jeune enfant qui a 3-4 ans, vivre avec l'ancienne amoureuse de Michiru qui est Maya, dans une situation de couple où en fait les personnages ne sont pas en couple mais ils vivent une vie de famille avec qui plus est un voisin qui lui a très bien connu le père du petit Yu et donc habite dans le même immeuble. Donc on est dans une situation où on est une sorte de famille à trois entre justement Michiru, son fils Yuta, Maya et puis parallèlement Nico, du coup l'ancien meilleur ami, mais peut-être aussi avait-il des sentiments particuliers lui aussi pour le père du petit Yuta. Donc une situation compliquée pour chacun des personnages qui ont vécu un drame personnel à travers la disparition justement de celui qui a été le compagnon de Michiru et qui est le père de Yuta, avec cette situation qui au début du tome 1 s'éternise, c'est-à-dire deux femmes qui vivent ensemble, qui ont d'évidence des sentiments l'une pour l'autre, qui en ont eu, et qui n'arrivent pas vraiment à aller au-delà, dont on ne sait pas trop ce qu'il va advenir. Et puis parallèlement, autour de ces deux femmes gravitent des hommes qui ne sont pas indifférents à leur charme et qui progressivement se rapprochent d'elles en les aidant, en leur faisant des propositions. Et notamment, en fait, Maya a eu à la fin du tome 2 un rapprochement très net avec un de ses anciens camarades de classe, Kowabara, qui se concrétise dans le tome 3 avec une proposition assez forte au niveau de l'impact familial. Donc ce tome 3 et ce tome 4 continuent d'explorer justement la question de savoir comment ces personnages peuvent vivre ensemble et construire peut-être un nouveau schéma familial. On ne sait pas vraiment vers quoi chacun va pouvoir aller. On les voit en l'occurrence dans leurs doutes. On voit le petit Yuta grandir et exprimer peut-être des nouveaux sentiments, se socialiser aussi à travers la vie qu'il a à l'école, et parallèlement d'autres personnages qui se rapprochent du coup de Maya et de Michiru. Difficile de savoir vraiment ce vers quoi on va avec Autour d'elle. Ces tomes 3 et tome 4 sont assez mystérieux, creusent vraiment chacun des personnages, mais je suis bien incapable de prédire ce vers quoi on va. Donc il faudra voir le tome 5 et le tome 6 pour savoir vraiment jusqu'où nous aura amené la mangaka Shino Torino. En tout cas, c'est toujours très bien dessiné, avec des planches qui rappellent la structure et la réalisation, par exemple, d'un manga comme March Comes In Like a Lion. Et je rappelle, je l'avais évoqué dans la vidéo qui avait été dédiée, que justement Shino Torino avait joué le rôle d'assistante pour la mangaka de March Comes In Like a Lion, Chika Umino. Donc voilà, à suivre, on va voir comment tout ça évolue. Maintenant, on va aborder des titres qui sont plus de l'ordre du fantastique, avec d'abord un titre pour lequel j'ai fait une chronique dédiée, qui est Le bateau de Thésée, qui était non pas une nouvelle parution, mais qui bénéficie d'une réédition à la faveur du rapprochement entre le label, l'éditeur Vega, qui a été racheté par Média Participation et qui maintenant est devenu Vega Dupuis. Et à l'occasion de la relancée des collections de chez Vega,
En fait, plusieurs séries ont bénéficié de cette offre-là, tome 1, tome 2, tome 3, pour 3 euros chacun, ce qui m'a donné l'occasion d'aller m'intéresser au bateau de Thésée, parce que c'était une série qui était bénéficiait d'un bon bouche à oreille, et qui, il faut le dire, est vraiment intrigante. Concrètement, elle nous plonge dans un village dans la préfecture de Hokkaido, qui a vécu un drame à la fin des années 80, avec plus d'une vingtaine de personnes qui sont décédées dans un incident dans une école empoisonnée. Et on va suivre à notre époque d'abord la trajectoire et ce qu'est la vie quotidienne difficile, parce que marquée par cette tragédie du héros de cette histoire-là, Shin, qui se trouve être le fils de celui qui a été désigné comme étant le coupable de ce drame-là, Bungo Sano, qui du coup croupit en prison. Au début de ce manga, au début de cette histoire-là, Shin va sur les lieux du drame, va sur les lieux de cette école qui n'existe plus, où il y a une pierre qui commémore le drame qui est survenu. Une brume survient et le voilà projeté en fait quelques mois en 1989, avant que la tragédie ne survienne. Il a évidemment connaissance, notamment parce qu'il avait fait une grosse étude de tous les événements étranges qui avaient survenu dans le village, de chacun des faits divers qui vont émailler les mois à venir. Et fort de cette connaissance-là, il va chercher à mettre la lumière sur ces événements-là, comprendre leur imbrication et tenter de savoir si c'est vraiment son père qui est à la source de ce drame-là. Donc c'est une histoire, c'est clairement un thriller avec une dose de fantastique, c'est très bien construit, c'est angoissant dans l'idée où on se retrouve vraiment dans un petit village un peu coupé du monde, qui vit des faits divers où en apparence tout serait pour le meilleur dans un petit monde où tout le monde se connaît, mais où clairement des inimitiés et puis aussi des personnes un peu dérangées peut-être agissent dans l'ombre et peuvent vouloir du mal à telle ou telle autre personne. Donc on est dans un univers qui est presque cinématographique, ou en tout cas très série télévisuelle. D'ailleurs, c'est pas par hasard que le bateau de Thésée a fait l'objet d'une adaptation en drama au Japon. C'est vraiment un titre qui s'y prête parfaitement. J'ai beaucoup aimé la dimension fantastique qui est retranscrite à travers ce voyage dans le temps, et la question qui est vraiment une question importante de la manière dont, on va dire, le futur peut être impacté par la connaissance qu'on a de lui. Donc avec cette question classique de la science-fiction et du fantastique, qui est retranscrite dans le bateau de Thésée. Mais au-delà même de cette dimension fantastique, c'est la manière dont les personnages se dévoilent et se construisent qui est intéressante. Donc un thriller vraiment palpitant, bien construit, donc à découvrir, qui est toujours en cours de parution en France. On continue avec les titres en cours de parution, avec le tome 3 d'une œuvre de science-fiction vraiment palpitante et très littéraire, très scientifique aussi, par le soin apporté par l'autrice aux éléments scientifiques. C'est notre contraire. On se rappelle, on est dans des stations spatiales où l'humanité vit désormais, qui sont gouvernées par énormément de contrats. Toutes les relations interpersonnelles sont gouvernées par des contrats. Et par ailleurs, si l'humanité existe encore telle qu'elle, il y a aussi des néothènes, des personnages qui, par leur patrimoine génétique, vieillissent bien plus lentement et qui représentent pour cette humanité-là un petit peu l'avenir de l'humanité. Parallèlement, en fait, la construction de la société qui s'est basée sur énormément de contrats et de règles semble un petit peu totalitaire par les choix qui sont faits, et gouvernée par une question très forte qui est la question de l'utilité sociale, qui transparaissait déjà dans le tome 2 et qui retransparaît encore plus dans le tome 3, mais également des questions sur la structuration d'une société qui va se baser sur certains critères bien étranges pour fonctionner, avec l'illustration vraiment typique du fait qu'une société où tout est régulé par
règles qui sont censées améliorer les bonnes interactions entre les personnes peut être complètement dévoyée par des comportements déviants de certains individus et en l'occurrence quelques drames surviennent dans ce tome 3. Mais on est toujours dans une construction vraiment bien menée par la mangaka Gin Torino. On a envie d'en savoir plus, on a envie de découvrir plus sur cet univers-là, et en tout cas, chaque tome dévoile un peu des choses, c'est très bien mené. Et dans les autres œuvres fantastiques de science-fiction bien menées qui sont en cours de parution actuellement, je voulais terminer ce vendredi lecture par le tome 3 aux éditions Pika de A Journey Beyond Heaven, un titre qui fait se côtoyer toujours des scènes dans une sorte de jardin d'enfants. Alors quand je parle de jardin d'enfants, on s'imaginerait des petits jeunes, mais en fait là c'est plutôt des adolescents qui vivent dans une sorte de paradis, dans un jardin d'Éden où ils sont coupés du monde, mais ils sont entourés de scientifiques. D'évidence, chacun d'entre eux a une sorte de don, voire carrément un pouvoir qui semble suggérer une intervention fantastique ou un pouvoir qui a été octroyé par une science peut-être devenue folle. Et ces enfants sont complètement mis à l'écart par rapport à l'extérieur. L'extérieur, c'est en Japon, dans lequel il y a eu une catastrophe dont on ne sait pas trop de quelle nature elle a été, mais une catastrophe qui fait que l'humanité est un peu laissée à vivre par elle-même. Donc dans ce tome-là, un élément que j'avais apprécié à sa lecture, c'était qu'on découvre une vision de Akihabara envisagée post-catastrophe. On est vraiment plongé dans Akihabara, quand on a l'habitude d'y aller. On se retrouve face à des vrais lieux, exactement rue par rue. C'est très bien mené et c'est clairement, ça contribue à l'immersion dans ce titre-là. Et on suit là, en l'occurrence, quand on est à l'extérieur, deux personnages, Malu et Kiluko, qui cherchent à avoir des informations sur ce paradis qui existerait ou qui n'existerait pas. Malu est un personnage qui est à la recherche de ce fameux paradis. Il est très similaire, il a des traits très similaires à celui d'une fille qui vit justement dans ce qui semblerait être ce paradis-là. Et puis Kiluko, qui est une jeune fille, mais qui peut être une jeune fille, mais en fait, on a découvert dans les tomes précédents qu'elle cachait un autre mystère. Donc Kiluko, ce duo étonnant qui cherche à survivre dans un univers où des monstres apparaissent. Est-ce que les monstres sont seulement des monstres ou la nature qui reprend ses droits, ou aussi les êtres humains qui, une fois qu'ils ont vécu une catastrophe, deviennent même des adversaires, voire des prédateurs pour d'autres êtres humains, avec la question de la place de la science dans un développement d'une société. C'est vraiment un titre étonnant que j'aime beaucoup lire et suivre au fil des tomes, avec beaucoup de mystères qui sont encore ici à découvrir. Donc tome 3 d'un titre qui promet partie pour encore de beaux tomes de mystères. Voilà, donc on aura vu à travers ce vendredi lecture différentes gammes de titres, des titres plus fantastiques, des titres plus quotidiens, très centrés sur les relations humaines, et puis aussi des témoignages importants en cours de parution et qui montrent bien en fait la diversité maintenant dont on peut bénéficier dans le paysage éditorial français. Donc bravo à tous les éditeurs français pour ça. Je pense qu'il y a vraiment de quoi se nourrir et puis grandir à travers ces différentes lectures. Donc des titres
que vous aurez compris, j'ai plaisir à lire et plaisir à partager avec vous. J'espère que cette vidéo Vendredi Lecture vous a plu. Et je terminerai cette vidéo par un petit mot sur le décor. Vous êtes peut-être amusé à tenter de découvrir où j'étais dans le cadre de cette vidéo. Eh bien, j'étais au Japon dans une librairie à Jinbocho. Jinbocho, c'est le quartier des librairies au Japon. À Tokyo, plus exactement, il y a énormément de librairies anciennes, de librairies d'occasion, mais aussi eh bien, des librairies de livres neufs, comme ici à Sanseido. Et donc j'étais dans le rayon du shoujo manga ici, et un endroit que j'aime explorer justement pour découvrir des nouveaux titres quand on est à Tokyo. Voilà, j'espère que cette vidéo Vendredi Lecture vous aura plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!